Une invitation audacieuse adressée au dirigeant le plus redouté du monde. Un président africain défiant l'Occident. Une visite qui pourrait changer à jamais l'avenir de l'Afrique. Mais que se passe-t-il lorsque le monde menace de déclarer la guerre à cause du voyage d'un homme au Burkina Faso? Au cœur de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau, réfléchissant profondément. Le pays avait souffert pendant trop longtemps de l'influence étrangère des puissances coloniales aux sociétés internationales qui avaient épuisé les ressources de l'Afrique. La révolution, commencée avec la vision de Thomas Sankara, devait continuer. Pour Ibrahim, la lutte pour la souveraineté n'était pas seulement politique, elle était profondément personnelle. Il savait que l'Afrique avait été traitée comme un pion sur l'échiquier mondial pendant trop longtemps. Et il avait clairement fait savoir que le Burkina Faso ne jouerait plus selon les règles de qui que ce soit. Son pays déterminerait lui-même son avenir. Et si cela signifiait prendre des risques, Ibrahim était prêt à les assumer. Un jour, alors qu'il parcourait des rapports sur les relations du Burkina Faso avec d'autres nations, une idée lui est venue. Une idée audacieuse et non conventionnelle. Pourquoi ne pas inviter Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, au Burkina Faso? Cela enverrait non seulement un message fort sur l'unité de l'Afrique avec d'autres pays résistants à l'impérialisme, mais cela contribuerait aussi à affirmer la position du Burkina Faso comme une nation qui refuse de se laisser bousculer. Depuis des années, Kim Jong-un est perçu comme un symbole de résistance à l'Occident. Son défi face aux sanctions et aux menaces militaires américaines lui a valu le respect de nombreux dirigeants du monde en développement, en particulier de ceux qui, comme Ibrahim, comprenaient ce que signifie lutter pour l'indépendance. La visite de Kim Jong-un ne symboliserait pas seulement le refus du Burkina Faso de se soumettre aux puissances étrangères. Elle pourrait également susciter une vague de solidarité entre les nations africaines. Convaincu, Ibrahim Traoré a envoyé l'invitation officielle, demandant à Kim Jong-un d'être le premier président nord-coréen à visiter l'Afrique, et plus précisément, le Burkina Faso. Pour Ibrahim, il s'agissait de bien plus qu'un simple geste diplomatique. C'était une déclaration, l'Afrique n'était plus un continent à ignorer ou à contrôler. L'Afrique prenait sa place sur la scène mondiale, et le Burkina Faso menait la charge. En quelques jours, la nouvelle de l'invitation s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle a choqué le monde. L'idée d'une visite du dirigeant nord-coréen en Afrique semblait inconcevable pour beaucoup, surtout compte tenu des tensions mondiales autour du régime de Kim Jong-un. Mais pour ceux qui comprenaient les implications profondes de cette invitation, c'était un signe, l'Afrique n'était plus un simple spectateur dans la politique mondiale. Ibrahim Traoré connaissait les risques d'une telle initiative. L'Occident, et particulièrement les États-Unis, n'allaient certainement pas l'approuver. Ils ont commencé à faire pression sur les dirigeants africains pour qu'ils prennent leur distance avec la Corée du Nord, invoquant les dangers d'un alignement avec un régime aux ambitions nucléaires. Mais Ibrahim croyait que le temps de la peur était révolu. L'Afrique devait rester unie dans sa quête de liberté et de dignité même si cela signifiait nouer des alliances inattendues. La réponse de Kim Jong-un est arrivée plus tôt que prévu, il acceptait l'invitation. Le monde a halté d'incrédulité. Le premier président nord-coréen allait bientôt poser le pied à Ouagadougou. Tandis que l'enthousiasme montait au Burkina Faso, l'inquiétude grandissait en Occident. Les États-Unis et leurs alliés ont exprimé leur désapprobation, avertissant Ibrahim Traoré que cette invitation pourrait avoir de graves conséquences. Des rumeurs circulaient, intervention militaire, isolement diplomatique, sanctions économiques. Les enjeux étaient élevés, la pression, immense. Mais pour Ibrahim, la décision était prise. Le Burkina Faso avait pris position, et il n'était pas prêt à reculer. Cette visite pourrait marquer un tournant dans l'histoire du continent africain. Il ferait tout pour assurer l'arrivée de Kim Jong-un. Alors que les préparatifs de cette visite historique commençaient, une question subsistait. Le monde permettrait-il que cela se produise? Ou bien les forces de l'impérialisme tenteraient-elles de l'arrêter avant même qu'elle ne commence? Quand la nouvelle de l'acceptation par Kim Jong-un s'est répandue, le monde a réagi avec choc et incertitude. Les États-Unis, la France, et d'autres puissances occidentales ont exprimé leur opposition. Des messages ont été envoyés au gouvernement burkinabé, avertissant que cette visite ne serait pas sans conséquences. Des rumeurs faisaient état de sanctions, de tentatives d'isolement diplomatique, et même d'opérations secrètes pour empêcher la visite. Mais Ibrahim Traoré était déterminé. Il savait que cette visite pouvait représenter bien plus qu'un événement politique, un tournant pour l'Afrique. Dans les moments de silence, seul dans son bureau, sous le poids de la pression mondiale, il pensait à la révolution et à ce qu'elle représentait. Le rêve de Sankara vivait toujours en lui. Il ne s'agissait pas uniquement de la visite d'un homme. Il s'agissait de l'unité de l'Afrique, de l'indépendance du continent. Le temps était venu de sortir de l'ombre du colonialisme et de l'impérialisme. Cependant, malgré la détermination d'Ibrahim, de profondes inquiétudes subsistaient quant à la sécurité de cette visite.
L'arrivée de Kim Jong-un au Burkina Faso ne serait pas un simple geste diplomatique. Le monde entier observait la situation. Compte tenu des relations complexes entre la Corée du Nord et l'Occident, les tensions étaient à leur comble. Les États-Unis, en particulier, avaient clairement fait savoir qu'ils ne toléreraient pas que Kim Jong-un voyage à travers l'Afrique sans que cela n'entraîne de sérieuses répercussions. Ibrahim Traoré et ses conseillers étaient bien conscients des risques. La question ne concernait pas uniquement l'invitation du dirigeant nord-coréen, mais aussi sa sécurité. À son honneur, Kim Jong-un était venu préparer. Sa délégation, accompagnée de sa propre équipe de sécurité, avait à sa disposition un avion militaire spécialement équipé, capable de transporter des missiles nucléaires à des fins défensives. Le message était clair, si l'Occident tentait d'intervenir, la situation pourrait dégénérer en conflit mondial. À l'approche de la visite, Ibrahim réunit ses plus proches conseillers militaires et de sécurité. Des plans d'urgence furent discutés en cas de débordement. La dernière chose qu'Ibrahim souhaitait, c'était de voir le Burkina Faso entraîné dans une crise internationale. Mais il n'était pas prêt à reculer. Il croyait en la force de son peuple et au pouvoir de l'unité. Il savait aussi que les yeux du monde entier étaient braqués sur son pays. La sécurité du dirigeant nord-coréen et la souveraineté du Burkina Faso étaient en jeu. Le plan était simple, garantir que la visite se déroule sans interférence. Kim Jong-un arriverait, et sa sécurité serait assurée conjointement par les forces nord-coréennes et burkinabais. Le reste du monde pouvait protester, mais il ne pourrait empêcher ce moment historique. L'arrivée de Kim à Ouagadougou était prévue pour le début du mois suivant. Le gouvernement burkinabé réagit rapidement. La capitale fut placée sous haute sécurité, les unités militaires mises en alerte maximale, les rues dégagées pour la délégation officielle. L'excitation était palpable. Le peuple burkinabé ressentait une fierté immense à l'idée d'assister à un événement qui allait, peut-être, changer à jamais la place de l'Afrique dans le monde. Mais à mesure que les préparatifs avançaient, les diplomates occidentaux intensifiaient leur pression. Des messages privés furent envoyés à Ibrahim, l'avertissant que cette visite nuirait gravement aux relations du Burkina Faso avec l'Occident. Sanctions, isolement diplomatique, représailles économiques, les menaces étaient explicites. Ibrahim se trouvait face à un dilemme, devait-il céder aux pressions étrangères ou rester fidèle à sa vision d'une Afrique souveraine? Lors d'une réunion avec ses alliés les plus proches, il trancha la question. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être des pions, déclara-t-il, la voix ferme. Cette visite est bien plus qu'un moment. C'est une déclaration. L'Afrique est libre. Elle se tiendra debout seule. Et si l'on tente de nous arrêter, nous ne reculerons pas. Nous leur montrerons que nous n'avons pas peur. Les préparatifs se poursuivaient malgré l'escalade des tensions. Le peuple burkinabé s'était rallié à son président. Pour beaucoup, cette visite représentait un signe de force, un pas de plus vers un avenir libéré de toute influence extérieure. Les rues de Ouagadougou vibraient d'anticipation. Le monde retenait son souffle. Une chose était sûre, cette visite marquerait un tournant dans l'histoire des relations entre l'Afrique et les grandes puissances. Les derniers jours précédant l'arrivée de Kim Jong-un furent mêlés d'excitation et d'anxiété. La visite se déroulerait-elle sans encombre? Ou une ombre de guerre planerait-elle sur l'événement? Malgré l'incertitude, une chose était claire. Le président Ibrahim Traoré était prêt à affronter toute éventualité. À mesure que le jour approchait, la tension montait. L'air de Ouagadougou était chargé d'anticipation. Les citoyens discutaient avec passion dans les rues, tandis que les autorités travaillaient sans relâche pour garantir la sécurité. Jamais la ville n'avait connu un tel événement diplomatique. L'ambiance mêlait fierté et inquiétude. Cette visite n'était pas uniquement celle de Kim Jong-un. Il s'agissait de l'avenir même du Burkina Faso, et peut-être de tout le continent africain. Le monde entier regardait. Les routes de la capitale étaient transformées, des checkpoints militaires établis, l'espace aérien étroitement contrôlé. Le président Ibrahim Traoré avait appelé à l'unité. Il exhortait son peuple à démontrer au monde que l'Afrique pouvait se défendre selon ses propres conditions, libre de toute tutelle étrangère. C'était un moment historique. Le Burkina Faso devait prouver qu'il était bien plus que la somme de ses défis. Pendant ce temps, la communauté internationale entrait en agitation. Les États-Unis et leurs alliés haussaient le ton. Leur message était clair, la visite était inacceptable. La menace de sanctions, d'isolement politique et même d'intervention militaire planait. Mais Ibrahim demeurait impassible. Il n'allait pas céder après tout ce que son pays avait enduré. Des discussions de plus en plus intenses eurent lieu entre les équipes de sécurité burkinabais et nord-coréennes. Kim Jong-un disposait de sa propre unité spécialisée, entraînée pour le protéger à tout prix. Son avion personnel, équipé d'armes nucléaires à des fins dissuasives, envoyait un signal fort, il ne serait pas intimidé. Un accord tacite régnait, si les États-Unis ou l'un de leurs alliés tentaient de perturber la visite, ils devraient faire face à une situation bien plus grave qu'un simple désaccord diplomatique.
Le risque d'un conflit réel devenait tangible. À l'approche du jour J, les stratèges militaires du Burkina Faso se réunissaient quotidiennement avec l'équipe de sécurité nord-coréenne pour s'assurer que toutes les éventualités étaient anticipées. Le plan était clair, Kim Jong-un atterrirait à Ouagadougou et serait escorté sous haute protection. L'espace aérien serait surveillé, les troupes mobilisées. Pour Ibrahim Traoré, cette visite représentait l'aboutissement de tout son combat politique. Il ne laisserait personne la faire échouer. Parallèlement, il restait attentif aux retombées diplomatiques. Les États-Unis, forts de leur influence mondiale, ne cachaient plus leur hostilité. Le monde se trouvait à un tournant. Les répercussions de cette visite pouvaient être majeures, tant pour le Burkina Faso que pour l'ensemble de l'Afrique. Lors d'une réunion privée avec son entourage, Ibrahim réaffirma sa position. C'est plus grand que nous. C'est un moment pour toute l'Afrique. Nous ne les laisserons pas dicter notre avenir. Et si nous devons rester seuls, nous le ferons. Mais nous ne reculons pas. C'est un message au monde, l'Afrique n'est plus un pion. C'est un joueur. Le jour tant attendu arriva enfin. Le monde retint son souffle lorsque l'avion de Kim Jong-un atterrit à Ouagadougou. Les rues étaient bondées de citoyens, dont beaucoup n'auraient jamais imaginé assister à un tel moment historique. La sécurité autour du dirigeant nord-coréen était renforcée, mais il était clair que l'attention du monde entier était braquée sur le Burkina Faso. Si quelque chose tournait mal, les conséquences seraient catastrophiques. Lorsque Kim Jong-un descendit de son avion, le président Ibrahim Traoré l'attendait sur le tarmac. Debout, digne, il tendit la main. Les deux dirigeants échangèrent une poignée de main sobre, mais lourde de sens. Ce fut un geste qui fit l'effet d'un séisme dans les cercles diplomatiques. Le monde entier s'attendait à un incident. Mais, pour l'instant, tout était calme. Ibrahim Traoré le savait, ce calme pouvait être trompeur. Si une force extérieure tentait d'intervenir, cela pourrait dégénérer en un conflit mondial. Le monde était tendu. La menace d'une confrontation planait comme un nuage sombre. Mais à cet instant précis, le moment lui appartenait. Alors que le cortège traversait la ville, escorté par les avions militaires nord-coréens, Ibrahim ne pouvait s'empêcher de repenser au chemin parcouru par le Burkina Faso, d'un pays autrefois déchiré par le colonialisme à une nation affirmant sa souveraineté aux côtés d'une puissance mondiale défiant l'Occident. C'était un moment de fierté. Un moment qui entrerait dans l'histoire comme l'un des jalons de la Renaissance africaine. Mais Ibrahim savait également que ce n'était que le commencement. Le plus dur restait à faire. Si cette visite réussissait, elle pourrait ouvrir la voie à d'autres nations africaines pour qu'elles affirment leur choix. En revanche, si elle échouait, elle risquait de faire reculer le continent tout entier. Quoi qu'il advienne, Ibrahim restait convaincu d'une chose, l'Afrique a le droit de choisir sa propre voie. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités, réunions diplomatiques, briefings de sécurité, apparitions publiques. Ouagadougou vibrait entre euphorie et tension. Le peuple, bien que nerveux, était fier. Il vivait quelque chose d'unique. Voir un dirigeant nord-coréen, incarnation mondiale de la défiance à l'hégémonie occidentale, marcher dans leurs rues, rencontrer leur président, marquait un basculement. C'était une révolution dans la révolution. Mais la tension était palpable. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni intensifièrent leurs avertissements. La rhétorique devint plus agressive. Washington considérait cette visite comme un affront direct à son influence en Afrique. Ibrahim s'y attendait. Mais même lui ne pouvait ignorer le risque d'un dérapage. Les enjeux étaient plus élevés que jamais. La nuit suivante, des réunions confidentielles furent tenues au palais présidentiel. Ibrahim et son entourage, avec les agents de sécurité de Kim, passèrent en revue chaque détail du protocole. Rien ne devait être laissé au hasard. Des rumeurs persistantes faisaient état de manœuvres secrètes. Certains diplomates africains suggérèrent qu'une opération d'enlèvement ou de sabotage était en préparation. L'objectif, empêcher coûte que coûte la poursuite de la visite. Ibrahim n'était pas naïf. Il savait que les puissances occidentales, notamment les États-Unis et leurs alliés européens, avaient les moyens d'agir dans l'ombre. La France, avec sa longue influence au Sahel, disposait encore de relais dans la région. Mais il savait aussi que l'Afrique ne pouvait rester éternellement sous tutelle. Cette visite, si elle était couronnée de succès, pourrait marquer un tournant historique pour tout le continent. Alors que le convoi de Kim traversait la ville, escorté par les forces spéciales burkinabais, les foules acclamaient les véhicules. Certaines personnes montraient de l'enthousiasme, d'autres de la curiosité ou de l'inquiétude. Le contraste reflétait l'ambivalence de la situation. L'Occident allait-il permettre que cette visite se poursuive sans interférence? Ou bien ce fragile moment de paix serait-il brisé par le chaos? Pour l'heure, tout semblait se dérouler sans accroc. Kim Jong-un et Ibrahim Traoré se rencontrèrent à plusieurs reprises. Ils discutèrent de l'avenir de leur nation, des défis communs et de la lutte contre l'impérialisme. Kim, contre toute attente, se montra chaleureux et curieux.
Il s'intéressait sincèrement aux luttes africaines, exprimant son admiration pour les révolutionnaires comme Thomas Sankara. Il déclara vouloir bâtir des alliances durables avec les pays du Sud global, en particulier ceux qui, comme le Burkina Faso, cherchaient à tracer leur propre chemin, affranchis de toute domination. Mais le répit fut de courte durée. Tard dans la soirée, alors que les deux dirigeants se préparaient pour une réunion, une alerte fut déclenchée. Une tentative d'attentat contre l'un des véhicules privés de Kim avait eu lieu. Les assaillants, selon les premières informations, étaient des mercenaires locaux liés à une mystérieuse force étrangère. L'opération avait échoué, mais le message était clair, quelqu'un voulait empêcher cette visite à tout prix. Les pièces du puzzle s'assemblèrent rapidement. Il ne s'agissait pas d'un acte isolé. L'attaque avait été orchestrée par des puissances extérieures, probablement occidentales, pour faire échouer cette rencontre symbolique. Ce fut un choc pour Ibrahim. Mais ce choc fit place à une colère froide, puis à une détermination absolue. Il comprit alors que cette visite ne concernait plus seulement Kim Jong-un. Elle incarnait le combat de tout un continent pour sa liberté. L'heure n'était plus à la diplomatie passive. L'attaque, bien que déjouée, avait été un signal d'alarme retentissant. Elle menaçait non seulement la vie d'un chef d'État, mais aussi les idéaux pour lesquels Ibrahim s'était battu. Il convoqua immédiatement son état-major et ses conseillers pour évaluer les réponses possibles. Il ne s'agissait plus de simplement protéger un invité étranger, mais de défendre la souveraineté même du Burkina Faso, à travers lui, celle de l'Afrique. Le message était clair, il n'y avait plus de retour en arrière. La révolution pour la souveraineté africaine devait être défendue, quel qu'en soit le prix. Kim Jong-un, bien que bouleversé par la tentative d'assassinat, insista pour poursuivre sa visite. C'était un homme qui avait bâti sa réputation sur sa résistance aux pressions étrangères, et ce moment, à ses yeux, était aussi crucial pour la Corée du Nord que pour le Burkina Faso. Sa détermination à soutenir Ibrahim était manifeste. Elle redonna au président la force de continuer malgré les menaces grandissantes. Le lendemain, lors d'une conférence de presse conjointe, Kim Jong-un et Ibrahim Traoré apparurent unis, solides, face au monde. Le poids de leurs paroles dépassait de loin le simple cadre diplomatique. C'était une déclaration d'indépendance, une promesse que l'Afrique ne plierait pas face aux menaces étrangères. Ils parlèrent d'autodétermination, de la nécessité pour les nations africaines de s'unir, libres de toute ingérence. Le Burkina Faso et la Corée du Nord, déclara Ibrahim, se tiennent ensemble pour défier l'impérialisme. Nous refusons d'être contrôlés. Nous refusons d'être réduits au silence. Le destin de l'Afrique est entre nos mains. Kim ajouta calmement, mais fermement. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas seulement la victoire d'un pays. C'est la victoire de tous ceux qui aspirent à l'indépendance face à la domination étrangère. Le monde verra l'Afrique s'élever. La conférence de presse s'acheva sous les applaudissements. Mais, dans les coulisses, la tension montait. La visite n'était pas terminée, et personne ne savait ce que réservait le lendemain. L'Occident allait-il frapper à nouveau? La paix allait-elle tenir? Ou était-ce le début d'un bouleversement mondial? Alors qu'Ibrahim et Kim quittaient la scène, le monde retenait son souffle. Ils étaient arrivés jusqu'ici, mais le chemin à venir était incertain, semé d'embûches. La bataille pour la liberté africaine ne faisait que commencer. Au lendemain de l'attentat déjoué contre le véhicule de Kim, Ouagadougou baignait dans une atmosphère tendue, mêlant détermination et inquiétude. La conférence de presse avait rassuré, mais l'ombre de l'attaque planait toujours. Ibrahim savait que ce n'était que le début. Si ceux qui s'opposaient à cette visite étaient prêts à tuer, ils n'hésiteraient pas à aller encore plus loin. La sécurité de Kim devenait priorité absolue. Mais pour Ibrahim, il ne s'agissait plus seulement de sécurité. Il s'agissait de principe. Sa loyauté envers les idéaux de souveraineté, d'autodétermination et d'indépendance était inébranlable. Il ne reculerait pas. Il ne laisserait pas son pays se faire intimider, pas même par les puissances les plus influentes du monde. Tard dans la nuit, il convoqua ses équipes militaires et de renseignement. Il fallait renforcer la sécurité. Mais il fallait aussi envoyer un message clair. Le Burkina Faso ne plierait pas. Kim Jong-un, en restant sur place malgré les menaces, avait prouvé son engagement. C'était maintenant à Ibrahim de montrer qu'il allait jusqu'au bout de sa vision. Il savait que cette visite, malgré les risques, faisait partie d'un processus beaucoup plus grand. C'était le début d'un nouveau type de diplomatie africaine, où les décisions ne seraient plus dictées depuis Paris, Washington ou Londres, mais depuis les capitales africaines elles-mêmes. Le lendemain, la ville bourdonnait d'impatience. Un grand événement culturel se préparait, un symbole de paix et de fierté nationale. Ibrahim décida alors de montrer Ouagadougou à Kim Jong-un. Il voulait qu'il voie l'âme du pays, ses rues vibrantes, son peuple uni, l'esprit de Sankara toujours vivant dans les regards et les chants. Il voulait aussi faire passer un message au monde. Malgré les menaces, le peuple burkinabé reste debout. Uni. Fier. Libre.
À mesure que les deux dirigeants traversaient les quartiers populaires, les foules affluaient. Des enfants agitaient des drapeaux, des jeunes scandaient. L'Afrique aux Africains. Ni colonisée, ni dominée. L'atmosphère était électrique. Pour beaucoup, c'était un jour de renaissance. Kim, bien que sous haute sécurité, semblait ému. Son regard s'adoucit à mesure qu'il croisait les sourires, les cris de joie, les chants de liberté. Il comprit alors que cette visite dépassait la politique. C'était un acte de solidarité. Une alliance de résistance. Un front commun contre la domination. Mais alors que le cortège traversait les rues de Ouagadougou, le calme fut rompu. Des coups de feu éclatèrent au loin, suivis par une série d'explosions. En quelques secondes, la ville sombra dans le chaos. Un groupe d'hommes armés, organisés, entraînés et coordonnés, avait lancé une attaque frontale contre le convoi présidentiel. Les soldats burkinabés, appuyés par les équipes de sécurité nord-coréennes, réagirent immédiatement pour protéger Ibrahim et Kim. La foule, jusque-là en liesse, fut prise de panique. Les cris, les détonations, la confusion. Le rêve tournait au cauchemar. La garde rapprochée d'Ibrahim encadra rapidement Kim Jong-un. L'armée burkinabé riposta avec vigueur, tandis que les unités nord-coréennes déployaient leurs contre-mesures. Des drones de surveillance s'élevèrent, et des avions militaires survolèrent la zone pour fournir un appui aérien. Au cœur du tumulte, Ibrahim et Kim furent exfiltrés vers un bâtiment sécurisé à proximité. Le calme d'Ibrahim face au danger frappait ses proches. Il avait connu la guerre, la révolte, la faim et la peur. Mais jamais il n'avait vu une attaque aussi directe contre la souveraineté de son pays. Il le savait désormais sans l'ombre d'un doute, cette attaque était orchestrée par des puissances extérieures. Elle refusait de laisser cette visite se dérouler sans conséquence. Elle refusait de voir l'Afrique s'élever. Une fois le danger immédiat écarté, Ibrahim et Kim sortirent du bâtiment. La foule, choquée mais debout, observait. Et au milieu des gravats et de la tension, un sentiment inattendu surgit, le triomphe. Ce qui devait les faire taire n'avait fait que renforcer leur détermination. Ibrahim s'avança, blessé mais debout, le regard fixé sur son peuple. « C'est le prix de la liberté », déclara-t-il d'une voix ferme. « Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne nous soumettrons pas aux puissances étrangères qui pensent pouvoir nous contrôler. Aujourd'hui, nous sommes solidaires des peuples africains, de nos frères et sœurs qui luttent pour leur souveraineté. » Kim Jong-un, à ses côtés, hocha la tête. Puis il ajouta d'une voix posée. « Le monde doit voir que l'Afrique n'est pas faible. C'est un continent debout. Un continent en plein essor. Et rien, ni les balles, ni les menaces, ne pourra l'arrêter. » La visite reprit. Mais tout avait changé. Ce n'était plus simplement une rencontre diplomatique. C'était une déclaration de guerre symbolique à l'ordre ancien. Désormais, chaque nation africaine qui cherchait à s'affranchir des chaînes de la domination étrangère se voyait dans ce moment. Ce n'était plus la sécurité de Kim qui était en jeu, mais l'avenir du continent tout entier. Le message était clair. L'Afrique ne serait plus un terrain de jeu impérial. C'était une force en devenir, un continent prêt à se battre pour écrire son propre destin. Et ce jour-là, malgré les coups de feu, malgré les menaces, malgré les tentatives de déstabilisation, le peuple burkinabé avait prouvé sa force. Ibrahim Traoré l'avait dit sans trembler. L'Afrique ne sera plus réduite au silence. La révolution, bien que menacée, était vivante. Et rien, ni les balles, ni les puissances étrangères ne pourraient l'éteindre. La visite de Kim Jong-un resterait gravée non comme un simple épisode diplomatique, mais comme le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la voix de l'Afrique ne serait plus ignorée. Un chapitre où la révolution ne s'arrêterait jamais. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos.